Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Hope Kwame, co-rédactrice et animatrice pour BET Connect. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview avec Roger Nangwe, CEO de Paysika. Bonjour Roger. Bonjour Hope. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai honneur de te recevoir ici. Le plaisir est partagé. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu l'occasion de faire un peu le tour de ton profil et de ton parcours. J'ai pu remarquer que tu as eu une première expérience dans le pétrole au Cameroun. Ensuite, tu cumules plusieurs expériences dans la deep tech. Tu as notamment travaillé dans l'intelligence artificielle. Et je vois que c'est un parcours qui est assez riche et assez diversifié. Mais avant de faire un focus sur ce parcours, on aimerait savoir qui est Roger. J'ai grandi, fait mon enfance au Cameroun, jusqu'à j'ai eu mon baccalauréat à l'époque à 15 ans. Après ça, j'ai fait mes études supérieures. J'ai commencé les études supérieures au Cameroun. Ensuite, je suis arrivé en France pour poursuivre ce qui était mon rêve, enfin, d'être ingénieur en robotique et intelligence artificielle. Donc voilà, globalement parler. Merci pour cette brève présentation. J'ai envie de faire un focus sur la raison pour laquelle tu t'engages dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix-là? Voilà. Alors, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, moi j'ai grandi dans un contexte où déjà, de par mes parents, j'ai vu des entrepreneurs en eux déjà. Et donc, à chaque fois, il y avait ces paroles-là qui devaient dire ouais, il faut que après tu puisses créer quelque chose de toi-même. Et plus tard, en fait, je pense aussi ça a été un événement. Du coup, lorsque j'arrive en France, par hasard, comme ça, je me rends à l'université pour effectuer le paiement de mes frais de scolarité. Et en fait, lorsque j'arrive, c'est assez particulier, j'avais du cash en main, j'avais plein de cash en main. Donc je vais en fait pouvoir effectuer, pour rencontrer la réceptionniste. Et elle me dit en fait, non, on ne prend pas du cash ici. Et donc moi à l'époque, je n'avais jamais pensé à créer un compte bancaire au Cameroun. Enfin, en tout cas, peut-être, je sais pas, même de par mes expériences, on me donnait la raison généralement un cash, même des grosses entreprises au Cameroun. Donc moi c'était très surprenant. Donc elle me redirige en fait vers la banque pour pouvoir me faire ouvrir un compte bancaire. Et là en fait on me dit vous faites un certificat de scolarité. Et sauf que pour avoir le certificat de scolarité, il me faut une carte bancaire ou un compte bancaire. Donc lorsque je me suis retrouvé dans ce cercle vicieux là, et donc c'est finalement comme ça que l'idée en fait d'entreprendre et d'explorer en fait comment résoudre ce problème de pas la base. Que l'entrepreneuriat, je me suis dit bon, il faut que je me lance là-dessus. Et du coup, tu peux nous parler de ton entreprise Paysika. Qu'est-ce que vous faites chez Paysika? Oui, alors Paysika, très simplement, c'est une néobanque pour les personnes non bancarisées, très peu desservies pour les systèmes bancaires classiques en Afrique francophone, afin de leur permettre facilement de gérer, de gérer leur argent. Avec juste une carte et une application ou un chatbot. Le chatbot, c'est pour les personnes notamment qui n'ont pas de l'espace dans leur téléphone, qui n'ont pas suffisamment une très bonne connexion Internet, et tout simplement, ou bien qui veulent tout simplement utiliser ce qu'on appelle le messenger banking sur leur téléphone, enfin sur leurs applications messageries préférées. D'accord. Et si j'ai bien compris, c'est cette aventure à ton arrivée en France, le fait de ne pas avoir de compte bancaire et donc de ne pas pouvoir avoir de certificat qui t'emmène à créer Paysika. Et du coup, combien de temps est passé entre la gestation de l'idée et la mise en application? Alors, lorsque j'ai eu ce déclic-là suite à mon arrivée, déjà j'étais très impliqué dans l'entrepreneuriat au Cameroun. J'avais beaucoup de projets, j'étais président d'une association très tech lorsque j'étais étudiant en école d'ingé. Donc on faisait déjà des projets qu'on présentait au niveau du rectorat de l'université, etc. Et donc, lorsque j'ai eu la gestation lorsque ce déclic-là est arrivé, ce que j'ai plutôt fait, c'est de me renseigner énormément sur l'écosystème tech, et observer ce qui se passe, les tendances, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Chine, etc., à peu près dans le domaine ou bien dans tout ce qui est autour de ça. C'est plus ça que je faisais en fait entre le moment où l'idée est venue et le moment où je l'ai mise en application. Et ça a pris le temps que je finisse mes études. C'était hyper important pour moi de finir mes études avant de me lancer en fait dans l'entrepreneuriat.
En 2020, vous connaissez une explosion des transactions sur votre plateforme. D'ailleurs, vous faites 30 fois plus de volume que ce que vous aviez l'habitude de supporter. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cette explosion? En fait, la réalité, c'est que les gens n'ont pas de compte bancaire, donc les gens n'ont pas de compte bancaire classique dans les banques traditionnelles, ou bien pour obtenir un compte bancaire, c'est très très compliqué. En interrogeant justement, on s'est rendu compte qu'il y a 3 problèmes majeurs. C'est que pour ouvrir un compte, c'est vraiment un cauchemar. Et le moins est vraiment adapté. Vous avez quelqu'un nous a dit, un utilisateur nous a dit c'est plus facile pour un cheval de passer par une aiguille que de créer un compte bancaire en Afrique. Donc l'anecdote parle d'elle-même et justement c'est que déjà qu'il faut prendre parfois près de 2 mois lorsque tu as créé un compte pour obtenir une carte, encore c'est une carte prépayée. Parfois généralement il faut faire des queues dans des agences bancaires, des queues interminables. Même pour les très peu de personnes qui vont réussir finalement à créer un compte bancaire, il faudra encore faire les queues après pour pouvoir recharger le compte, etc., etc. Donc c'est principalement ça qui explique cela et aussi les frais. Les frais bancaires les frais restent très élevés. Il y a aussi beaucoup de frais cachés. Vous avez dans un pays comme le Gabon, juste pour utiliser une carte prépayée pour une première fois, il faut débourser parfois jusqu'à 35 euros. Donc, c'est tout ça en fait qui nous a amené en fait à se dire ok, il faut d'abord qu'on résolve en fait ce problème-là de facilité d'accès, de création de compte, de facilité d'obtention d'une carte et rendre en fait tout ceci très simple très transparent en termes de frais, des frais très peu élevés par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a connu cette explosion-là en 2020. C'est quoi la particularité de Paysika par rapport au marché bancaire traditionnel? Alors nous, on va se différencier principalement sur effectivement la rapidité avec laquelle l'utilisateur est capable de créer un compte. En 2 minutes, l'utilisateur est capable de créer un compte. Ça, c'est un premier point. Tout se passe en ligne. Pas besoin de se rendre dans une agence bancaire. Donc, au lieu de faire 45 jours, ce qui pourrait prendre 45 jours pour obtenir une carte, en 2 jours, il peut l'avoir. Ok. Et vous avez un système de chatbot qui serait adapté, il me semble, à des personnes qui n'ont pas forcément un très haut débit de connexion ou qui rencontrent beaucoup de problématiques d'Internet, il me semble. En fait, on a une architecture en fait, qui est vraiment très modulaire et c'est aussi ça qui fait qu'on est capable d'avoir des trafics. À tout moment, si on a une explosion de trafic, on est capable de gérer. Parce qu'à la base, on a vraiment conçu le système de telle sorte qu'on soit capable de gérer de très forte demande. Et l'idée aussi, dans la conception du système tel qu'on l'a fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière en fait, à l'entrée lorsque quelqu'un vient au niveau de Paysika. Donc c'est pour ça que l'idée du chatbot justement était intéressante à bien égard parce que premièrement, la personne qui n'a pas une très bonne connexion à Internet ou bien qui n'a pas de l'espace dans son smartphone, et c'est le cas généralement de beaucoup de personnes parce qu'on a tellement, généralement les gens, les personnes, les utilisateurs, ils ont plusieurs applications installées dans leur téléphone et ajouter encore d'autres applications, parfois ça fait qu'il faut que je désinstalle une autre. Et donc, pourtant, il est déjà connecté en fait à Messenger, il est déjà connecté sur WhatsApp. Donc, pourquoi ne pas une fois l'amener tout ça, amener justement cette possibilité-là de créer un compte bancaire sur WhatsApp, d'obtenir une carte sur WhatsApp. Par SMS aussi, non? C'est ça, c'est exactement, c'est principalement par SMS. Après, derrière, en fait, c'est des SMS automatiques. Je ne vais pas utiliser les jargons techniques, mais c'est des SMS. En fait, on va comprendre en fonction de la requête de l'utilisateur, on va comprendre ce qu'il veut et on va interpréter la requête et fournir en fait une réponse en fonction de ça. Même une personne qui n'a pas Internet peut créer un compte juste par SMS. Ça par contre, effectivement, aujourd'hui, il faut que la personne ait une connexion Internet, mais il faut qu'on est en train de travailler justement pour que ce soit possible également pour ces personnes-là qui n'ont pas de connexion Internet. Ok. Et dans le même temps, vous connaissez cette croissance exponentielle, vous faites un appel aux investisseurs et aux business angels. Comment s'est passé cet appel et comment a été reçu cet appel par les investisseurs? Alors, c'était plutôt intéressant parce que vous savez, nous, on est très agile. Lorsqu'on a une idée, on teste très vite. Et en fait, c'est une idée qui a germé en fait. Un soir, on était en train de discuter. En fait, on voulait impliquer certaines personnes de la diaspora dans l'aventure.
à ce moment-là. Et je pense que ça avait été en tout cas reçu de façon très intéressante par rapport à nos attentes, par rapport à ce qu'on s'attendait. On n'avait pas donné, enfin, on n'avait pas un objectif très important là-dessus. Et ça, effectivement, satisfait nos objectifs, nos petits objectifs qu'on avait là-dessus. Ok. Toi, actuellement, tu es installé en France. Comment est-ce que tu noues les relations sur les terrains en Afrique, sachant que Paysica, c'est une néobanque africaine? En fait, il y a des acteurs qui nous connectent, qui sont déjà connectés notamment avec les acteurs bancaires sur place, qui vont nous faciliter en fait les interactions. Je vais dire que ça peut s'avérer, ça peut être un avantage actuellement parce que nous, on est en train de construire vraiment l'architecture du système. Donc, il faut que tout soit disponible hautement, il faut qu'on soit capable de... il ne faut pas qu'il y ait de coupures d'électricité qui viennent faire en sorte qu'on ne soit pas capable de travailler. Donc, c'est tout ça en fait qui fait que nous soyons encore en France. Mais sinon, effectivement, on a des acteurs qui nous connectent avec les acteurs bancaires sur place. On a également une petite équipe sur place qui nous permet de piloter certaines choses. Ouais. J'ai une question qui est assez générale, qui est la suivante. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement économique africain? Alors, moi je m'intéresse énormément aux startups depuis plusieurs années parce que j'adore la tech, je suis quelqu'un d'opérationnel, le produit, c'est ce que j'adore. Donc, moi particulièrement, je parlerai surtout sur le domaine tech. Je trouve effectivement qu'il y a une très très bonne dynamique tech actuellement, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. Je trouve une très très bonne dynamique tech et aussi ça commence à encore être plus intéressant parce qu'on réussit à attirer les investisseurs étrangers qui commencent quand même à s'intéresser, même si ça reste lent par rapport à la zone anglophone. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous on veut se concentrer sur ces pays d'Afrique francophone parce qu'on pense que ça peut être dur d'être premier acteur, mais ça va permettre de graver l'écosystème et c'est aussi ça notre mission culturelle, en tout cas la culture ou alors le côté retour d'ascenseur que nous on veut faire. Quelles sont les grandes problématiques que vous rencontrez, vous, en tant que, toi d'abord, en tant qu'entrepreneur et Paysica en tant que néobanque sur le continent africain? Alors les problématiques, c'est vrai qu'effectivement à l'intérieur c'est un cas d'école, enfin c'est un cas typique de problèmes qu'on peut rencontrer. Aussi un truc important, un élément important, c'est le fait que les acteurs, il faut réussir à discuter avec les acteurs et montrer en fait il faut faire chemin ensemble. Parce que derrière, à la fin, tout le monde est gagnant. Donc, ça aussi, c'est hyper important, c'est aussi hyper challengeant. Un troisième aspect, c'est que l'écosystème tech est naissante. Donc, ce n'est pas encore très développé comme aux États-Unis, je sais pas, en France aussi, c'est en train effectivement de prendre de l'ampleur. Mais en Afrique encore, elle est très naissante. Donc, il y a aussi parfois ce côté incompréhension là par rapport à ceux qui font dans la tech. Donc d'ailleurs, certains vont te dire qu'actuellement il faut faire de l'agriculture que de faire la tech parce que voilà, c'est l'agriculture qu'il faut qui est l'élément à faire actuellement. Donc c'est pour dire que ça fait partie des challenges, cette incompréhension là parfois qui fait que bon, certains ne vont pas forcément comprendre en fait les enjeux, l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Comment tu perçois le fait d'entreprendre en Afrique après avoir passé plusieurs années à l'étranger? Je trouve en fait qu'il y a tellement de challenges. Quand je reste, je réfléchis, je vois tellement de choses en fait que mon cerveau me permet de résoudre sur le continent africain. Parce que je l'ai vu ici. Typiquement moi quand j'arrive en France et que je vois un truc, je vois comment des startups technologiques inventent des choses incroyables. Je veux que cette même chose-là en fait soit faite sur le continent africain. Et je pense que je peux être celui qui le fait, on peut être l'équipe qui le fait. Donc, en fait, c'est ce que je trouve d'intéressant en fait, sur le fait d'avoir été à l'étranger, c'est justement d'avoir vu ce qui se passe ailleurs, d'avoir été au contact de l'écosystème ici, de voir ce qui marche, ce qui n'a pas bien marché, et d'aller justement répliquer cela sur le continent. Pas réplication pure et simple parce qu'il y a l'adaptation avec les réalités locales,
Mais je trouve que c'est ça principalement la chose la plus intéressante, en fait, le fait d'avoir vu ce qui se passe à l'étranger. Mais comment tu arrives à ne pas être déconnecté et à avoir une vraie visibilité du terrain des affaires Oui, là-bas? et ça c'est un truc aussi très, très intéressant parce que dès là, effectivement, d'être ici à piloter des choses. Donc là, justement, on est en train justement de mettre en place, ce sera justement l'objectif là de la fin d'année et surtout le début de l'année de 2022, ce sera effectivement de faire vraiment une équipe cross entre, faire des va-et-vient en fait entre ici et l'opérationnel sur place. Parce que l'idée c'est quoi? C'est que c'est important pour nous de maintenir encore une équipe tech ici, en support avec l'équipe opérationnelle sur place. Et j'aimerais savoir comment se passent tes relations avec tes collaborateurs sur place, étant donné quand même ta culture business qui est aujourd'hui, on va dire, hybride, parce que tu as baigné dans un environnement européen et en même temps tu as grandi aussi en Afrique. Comment tu arrives à lier cette mixité là, au niveau de ta culture et à travailler de façon optimale avec des personnes qui, eux, ont totalement baigné dans l'environnement peut-être camerounais ou ivoirien et qui n'ont pas forcément la capacité de comprendre directement les codes que toi, tu auras pris d'ailleurs? C'est plutôt ça, en fait, justement, qui fait la beauté d'une équipe. C'est ce côté-là de se compléter. Parce que je pense que peut-être moi, j'aurais ce côté vision tech externe. Et eux, ils auront justement ce côté adaptation avec, avec ce qui se passe, avec les habitudes et les usages en fait, sur place. Et aussi un aspect hyper important, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Il y a Internet, ce qui fait qu'un jeune au Cameroun qui a 18 ans, il est capable de savoir ce qui se passe ici en France. Donc, c'est aussi quelque chose. Donc, il y a des talents qui rivalisent vraiment en termes de talent tech avec n'importe quel talent ici. Partout ailleurs, parce que justement, il est sur Internet comme toute personne, il est capable de voir ce qui se passe à l'étranger, etc. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, aujourd'hui, 90% des transactions qui ont été faites chez nous ont été faites par des personnes entre 18 et 35 ans. Donc, et lorsqu'on discute avec eux, certains vont nous parler des solutions, certains nous parlent en fait des solutions qui existent en France. Et qu'on n'aurait jamais imaginé en fait qu'ils nous auraient parlé de ça. C'est pour dire qu'effectivement, ce côté-là, je pense, c'est plutôt ce qui fait la beauté d'une équipe. Ok, super. Merci pour ta réponse. J'ai une dernière question avant de passer au moment Stay In avec notre invité. Selon toi, avec le manque de data sur les consommateurs africains, comment est-ce qu'on peut identifier les opportunités d'affaires quand on ne vit pas ou très peu en Afrique? Je pense que, alors pour moi dans la tech, c'est plus facile dans la tech, effectivement, parce que dès que quelque chose est là, on sait, on sait que ça existe. Alors je pense que le plus simple pour identifier effectivement les opportunités d'affaires, c'est de discuter avec les acteurs de l'écosystème, les acteurs sur place. Est-ce qu'il y a des réseaux qui existent aujourd'hui et que toi tu as identifié qui pourraient aider des personnes qui ont moins de connaissances, de contacts que toi sur place? Je pense pour vraiment arriver à identifier les opportunités d'affaires sur place, le plus c'est vraiment important de se connecter avec les acteurs locaux et peut-être pas des associations effectivement. Mais surtout dans la tech, c'est plus simple parce que dès lors que quand quelque chose marche ou bien quand quelque chose existe, on le sait, on sait que voilà, on sait que ça existe, on peut facilement le retrouver en tapant sur Internet, etc. Ok, super. On va passer au moment Stay In et je vais laisser la parole à notre invité Zelika Silla. Déjà, merci pour cette occasion que vous nous donnez avec cet entretien. Il était très, très instructif. Et moi, j'ai potentiellement deux grandes questions en fait concernant le sujet. Premièrement, j'aimerais savoir si concrètement, dans les faits, ce n'est pas difficile en fait de gérer un business depuis la diaspora.
parce que moi aussi, enfin, j'avais envisagé cela, mais dans un autre domaine, pas forcément dans la fintech. Et en fait, je me demandais comment est-ce que, dans les faits, en fait, ça faisait de gérer un business en Afrique depuis l'Europe. Oui, alors c'est une très bonne question. Bon, déjà dans la tech, il y a plusieurs. Enfin, dans la tech, ce qui est plus simple, c'est qu'on a déjà plusieurs méthodes d'acquisition des clients. Dans l'acquisition en ligne, qui est un aspect hyper important à considérer dans la tech. Donc, lorsqu'on a une stratégie d'acquisition en ligne, parfois ça évite aussi d'avoir une forte présence client. Deuxièmement aussi, moi je prends les avantages, je parle sur les avantages en fait. Le deuxième truc qui est intéressant en tout cas, c'est cette capacité-là à travailler dans un écosystème plus ou moins mature, d'avoir accès à un ensemble de ressources. Ça, c'est quelque chose qui aide en fait, en tout cas surtout au début. Et le troisième aspect, c'est que effectivement, il faut faire des va-et-vient. Il faut avoir. Il y a un troisième aspect, c'est plus spécifique, très spécifique à l'écosystème tech lorsqu'on veut notamment attirer les investisseurs. C'est parfois plus simple d'être incorporé dans certaines juridictions que dans d'autres. Mais globalement, je dirais, c'est pas pareil. Par exemple, si tu as un terrain d'agriculture, si quelqu'un a un terrain, je sais pas, un business d'agriculture se place, ou bien un champ d'agriculture se place, où il y a des plantes, enfin, il faut faire des récoltes, etc., etc. Alors, ce sont des choses en fait où parfois il faut être effectivement il faut avoir une grosse présence terrain. Mais aujourd'hui, je trouve cette capacité-là pour nous à travailler de façon intense, sans interruption, sans arrêt et tout ça, en tout début d'une aventure, c'est hyper important. Merci. Du coup, j'ai une deuxième question qui est beaucoup plus centrée sur la fintech. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, en fait, il y a des barrières à l'entrée dans le domaine de la fintech en Afrique pour des entrepreneurs comme nous? Je ne parle pas des grandes structures ou des multinationales, mais est-ce que concrètement, toi, lorsque tu as lancé ta structure, il y avait de grandes barrières à l'entrée? En fait, les systèmes bancaires, c'est des choses extrêmement réglementées. C'est normal. Ça fait partie de l'argent qu'on utilise déjà. Donc, en fait, de ce point de vue-là, en fait, la réglementation bancaire, il faut la prendre en compte en fait lorsque tu fais ce genre de choses. Et je crois que c'est ça le plus dur. Et je pense que c'est vraiment ça en fait le plus gros challenge. Bah, merci beaucoup. Vous avez répondu à mes deux principales questions. Pour toi, quelle est ta vision de l'avenir de la fintech en Afrique? Je pense que on est sur une phase où principalement aujourd'hui, c'est des acteurs. Il y a une première phase en fait, c'était des API, des infrastructures, c'est-à-dire ceux qui créaient l'infrastructure de paiement en se connectant avec les opérateurs de télécommunications, les cartes, un peu comme la Stripe ici en Europe. Je pense que la deuxième vague, c'est effectivement faciliter les paiements, enfin faciliter la création de comptes, tout ça, néobank. La troisième vague, en fait, ce sera certainement l'interconnexion, en fait, avec tous ces nouveaux acteurs de la deuxième vague. Il y aura une quatrième vague aussi. Je me garde deux. tu gardes le reste pour toi. Ok, d'accord. Je pense que c'est assez prévisible parce que les challenges se font ressentir très vite. En fait, lorsque tu lances un projet, lorsque tu commences sur, par exemple, ce qu'on est en train de faire, on voit les mêmes challenges déjà sur d'autres aspects qui font carrément d'autres industries. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir cette vision-là de ce qui va se passer plus tard. Mais je peux me tromper. Mais... Est-ce que tu as quelques conseils à donner aux nouveaux arrivants dans la sphère des affaires en Afrique? Alors, je ne vais pas particulièrement parler de conseils parce que nous, on travaille encore. Mais je dirais surtout, je partagerai plus mon expérience à moi que des conseils en fait. C'est plus
Je pense que tout change lorsqu'on s'entoure. Ça, c'est mon retour d'expérience en toute Parce que je sais que lorsqu'on évolue dans l'écosystème africain, on apprend à résoudre beaucoup de choses, on essaye de s'enfermer, etc. Mais tout change réellement. En tout cas, tu peux gagner énormément de temps en t'entourant très tôt. Est-ce que tu as un mot de fin à nous partager? Alors, le mot de fin, ce sera de dire que si quelqu'un nous écoute au Cameroun, puis au Gabon, c'est d'aller regarder Pessiga, de nous suivre. De nous suivre en fait sur nos réseaux et surtout pour ceux qui s'intéressent effectivement à l'entrepreneuriat en Afrique, je pense qu'il y a quelque chose à faire en tout cas dans l'écosystème actuellement. C'est naissant. Ensemble, on peut faire quelque chose d'incroyable si on se met de concert et qu'on travaille ensemble. Ça implique être ouvert à discuter avec les autres, partager des tips, parce que ça fait gagner énormément de temps. D'accord. Merci Roger, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et on se dit à très bientôt pour la prochaine interview.